Esker vous présente Inside Esker. Meet the experience and your next employer. Consultant intégration, développeur, business development manager, chargé de marketing, sales développement représentative. Chaque année, le groupe Esker recrute une centaine de collaborateurs. Alors bienvenue dans Inside Esker, le podcast qui vous ouvre les portes de la plateforme cloud mondiale d'automatisation des cycles de gestion. Un programme disponible à l'écoute sur jobradio.fr. Vous pouvez également vous abonner depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Et dans ce 5e épisode déjà, nous allons nous intéresser au cycle de vente chez Esker. Et pour m'accompagner, 3 collaborateurs sont à mes côtés et ils vont se présenter rapidement à tour de rôle. Et on commence par Gaëtan. Bonjour, je suis Gaëtan Sarraud, j'occupe le poste de Sales Development Représentative au sein du groupe Esker depuis avril 2021. On enchaîne avec Jérémy. Bonjour, je m'appelle Jérémy Arnaud, je suis Business Development Manager chez Esker. Je gère la relation avec des clients Esker, leur satisfaction et je les accompagne au quotidien. Et puis on enchaîne avec Alexis. Bonjour, Alexis Fradel, consultant avant-vente. Mon rôle est d'accompagner nos prospects et nos clients dans leurs projets de digitalisation en binôme avec les équipes commerciales. J'interviens sur la partie technique et fonctionnelle de la mise en œuvre de la solution. Bien, on va parler dans un instant de vos fonctions à tous les 3, de vos responsabilités à chacun au sein d'Esker. On abordera également aussi votre parcours professionnel à chacun. Mais juste quand même une précision pour commencer sur les solutions d'Esker, sur ce que fait finalement Esker pour ses clients. Quand on parle d'automatisation des cycles de gestion, finalement on parle de quoi, Jérémy ? En fait, aujourd'hui et depuis plusieurs siècles, dans les entreprises, il y a des documents qui sont échangés entre les fournisseurs et leurs clients et qui engendrent beaucoup de travail manuel finalement. Voilà, par exemple, envoyer une commande à son fournisseur. Si c'est en papier, il faut la plier, la mettre dans une enveloppe, etc. etc. Recevoir une facture. C'est finalement prendre ces échanges de documents, les digitaliser, donc ça veut dire les rendre électroniques, et autant que possible les automatiser pour que ces tâches à faible valeur ajoutée disparaissent du quotidien des collaborateurs, puisque finalement, ça leur permet de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur pour leur entreprise. Ouais, se concentrer sur leur cœur de mission finalement. Et puis... Voilà, par exemple, un comptable préférera se concentrer sur l'analyse des chiffres de son entreprise que sur l'ouverture d'enveloppes pour en sortir des factures qu'il faudra ensuite scanner ou je ne sais quoi. Est-ce qu'on peut rappeler quels sont finalement les domaines d'activité automatisés par vos solutions ? Qui veut répondre ? Nos solutions s'adressent aux fonctions finance, aux fonctions également administration des ventes. Toutes les équipes dans les entreprises qui échangent au sein de leur écosystème avec leurs clients, avec leurs fournisseurs et qui échangent des documents de gestion qui vont transiter sur la plateforme Esker. Jérémy, ta formation, notamment d'une année en Arizona, explique peut-être la suite de ton parcours de consultant passé aux États-Unis. Que s'est-il passé justement après ta sortie de l'école de management de Strasbourg ? Eh bien, en sortant de l'école avec mon diplôme de finance, j'ai accompagné un entrepreneur qui avait acheté une entreprise, une start-up de la baie de San Francisco, et je l'ai aidé à faire pivoter cette entreprise et renouer avec la croissance et le succès. Ensuite, j'ai déménagé à Los Angeles où j'ai été consultant à mon compte. J'ai aidé beaucoup d'entreprises de différentes tailles dans des projets structurants, souvent en lien avec la stratégie de développement. D'accord, donc tu es tout le temps resté aux États-Unis, toute ta carrière pour l'instant ? Pratiquement, j'ai eu un bref interlude, je suis rentré en France en 2018, j'ai passé une année à faire du conseil en innovation et après j'ai postulé chez Esker en 2020. Gaëtan, alors toi pour ta part tu es titulaire d'un BTS, négociation et relations clients, Customer Experience. Il s'est passé quoi ensuite pour toi ? Eh bien, suite à l'obtention de mon diplôme, en fait, j'ai eu une expérience de téléconseiller, junior, confirmé puis expert, au sein d'un grand groupe français qui fait de la prestation de services pour les entreprises, dans laquelle j'ai pu gravir les échelons et donc prospecter des cibles professionnelles pour détecter de nouvelles opportunités de vente et puis aussi assurer de la relation clientèle en tant que telle, notamment des études de satisfaction, des demandes entrantes. Donc il y avait vraiment les deux parties, de l'appel sortant et de l'appel entrant. Pour ce qui te concerne, toi Alexis, tu es sorti ingénieur en génie électrique de l'INSA Lyon. Tu as effectué pour l'instant toute ta carrière chez Esker. Quelles ont été justement tes différentes fonctions au sein d'Esker du coup ? Oui, donc moi ça fait bientôt 15 ans que je suis chez Esker. J'ai débuté au support technique international, support des solutions
solutions Esker pour nos différentes filiales. Et au bout de 2 ans, j'ai participé à la création de l'équipe Consulting International. Donc d'abord en tant que consultant, en tant que chef de projet ensuite, pour accompagner nos clients dans leurs projets à l'international, donc sur un plan européen, mondial. Et début 2020, j'ai rejoint l'équipe avant-vente. Donc là, pour avant tout partager mon expérience auprès de nos prospects, de nos clients et les accompagner. Alors, on dit souvent de l'ingénieur avant-vente qu'il a un rôle finalement d'interface entre les clients et les équipes de développement et commercial. Toi, ton rôle précisément là, au sein d'Esker, quel est-il et quelles sont finalement tes différentes missions au quotidien? Donc mon rôle, moi, c'est de cadrer les éléments du projet de digitalisation. Donc j'interviens de l'appel d'offres jusqu'à la rédaction des contrats sur les aspects techniques et fonctionnels. Donc, je vais accompagner les équipes commerciales, notamment dans la démonstration. On met en place des démonstrations personnalisées avec les documents des clients. L'objectif, c'est vraiment de les aider à se projeter dans nos solutions et dans le projet qu'ils souhaitent mettre en place. J'interviens également donc dans toutes les réponses et les propositions qu'on peut mettre en place, propositions techniques et commerciales, sur les aspects fonctionnels, et jusqu'à, comme je l'indiquais, la rédaction des contrats, tout ce qui va engager sur la phase projet nos équipes. Jérémy, toi, en quoi consiste finalement le job de BDM, Business Development Manager au sein d'Esker, et comment fonctionne finalement ton équipe? Moi, mon rôle, c'est de prendre en charge un portefeuille de clients grands comptes qui est déjà client d'Esker. C'est une des spécificités de mon rôle, de les accompagner au quotidien dans leurs besoins, de leur donner accès aux ressources qu'Esker a à leur offrir pour optimiser leurs solutions, résoudre leurs problèmes, voire pallier à des besoins futurs. Spécifiquement, mon équipe, qui s'appelle donc l'équipe Customer Success, c'est l'équipe qui a cette fonction de gestion du portefeuille de clients d'Esker par opposition aux prospects. En donnant quelques exemples quand même, est-ce que tu peux nous parler de tes différentes missions toi au quotidien et du coup aussi, que ce soit en interne ou en externe, nous parler de tes interlocuteurs? Moi au quotidien, la première chose que je fais, c'est finalement, je suis le premier point de contact pour tous mes clients. C'est un portefeuille de grands comptes. Ils ont des besoins qui vont être très variés. Je vais être un petit peu leur chef d'orchestre. En fait, c'est difficile quand on est un client, finalement, de se rendre compte de tout ce que notre prestataire de service peut nous apporter. Il y a bien sûr tout ce qui va concerner le support. Donc là, on voit assez bien ce que ça peut être. Mais Esker a aussi des équipes comme l'équipe de Customer Experience qui va être là pour fournir des spécialistes des solutions à nos clients, les aider à vraiment optimiser, tirer le maximum de leurs solutions. Ça va être faire le lien avec les équipes de consulting qui déploient la solution de nos clients, parler aux sponsors des projets, voir à des gens du niveau direction, de la stratégie de digitalisation dans leur entreprise et comment finalement ils pourraient maximiser la valeur qu'ils tirent des solutions Esker aujourd'hui et demain. Donc de ce point de vue-là, mes interlocuteurs, ils sont tous les interlocuteurs au sein d'Esker, la R&D, le support, le consulting, les avant-ventes, mes collègues commerciaux bien sûr, et aussi tous les interlocuteurs que j'ai au niveau de mes clients, des utilisateurs, des key users, des administrateurs, de la direction financière, finalement jusqu'à quelqu'un qui va par exemple être sur le terrain au service client, en passant par les directions IT, comptable, credit management, que sais-je, voilà, c'est très très varié. Alors contrairement à d'autres entreprises, bien que tu sois Business Development Manager, tu ne t'occupes pas, toi, de prospection. Et non, et c'est le grand avantage d'être un commercial chez Esker, c'est qu'il y a une ségrégation des tâches, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se spécialisent dans la prospection, c'est le cas de Gaëtan par exemple, et puis il y a des gens après qui se focalisent sur la vente à des prospects, et d'autres comme moi qui se spécialisent sur la gestion de clients et l'upselling et le cross-selling. Et je sais qu'il y a des gens qui excluent le métier de commercial tout simplement parce qu'ils ne veulent pas faire de prospection ou qui cherchent à le quitter parce qu'ils ne veulent pas faire de prospection, qu'ils ne veulent plus en faire. Ça, c'est un des grands conforts qu'on a chez Esker, c'est que le commercial Esker, il est focalisé sur la tâche de vendre et la tâche de prospection, elle est confiée à une équipe qui se spécialise là-dedans. Gaëtan, Jérémy nous disait à l'instant qu'il était ravi de ne pas faire de prospection. Toi, justement, c'est ton rôle de faire de la prospection. Est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu de ce côté-là ? C'est mon rôle et moi j'adore ça. Moi j'aime ce challenge qui se cache derrière effectivement cette mission-là, qui est tout d'abord d'identifier les contacts pertinents, de prendre contact avec eux et puis de tenter de susciter un intérêt pour nos solutions.
Donc moi j'aime beaucoup ce challenge de taille qui reste assez libre aussi, puisque je peux cibler les entreprises et les fonctions que je souhaite, du moment que c'est pertinent et dans notre cible. C'est tout ce challenge en fait que je trouve excitant. Moi derrière la mission de prospection, c'est tirer des fils pour obtenir des informations et puis atteindre un objectif final qui est pour nous donc de détecter des projets. En quoi consiste le job de Sales Développement Représentative ? Bien, mon travail consiste en la détection de nouvelles opportunités de vente pour les équipes commerciales. Pour parvenir à cet objectif, je vais avoir 2 angles d'approche, 2 missions essentielles. La première, c'est vraiment de la prospection pure et dure, où il faut que je puisse identifier des contacts pertinents dans les entreprises cibles de SKR, prendre contact avec eux par différents moyens qui existent également. Donc ça peut être bien sûr prendre son téléphone, les contacter en direct, également leur faire des approches via d'autres outils que je peux utiliser tels que LinkedIn, Sales Navigator, la version professionnelle qui est utilisée par les SDR chez SKR. Et également, bien sûr, des campagnes de mailing. Donc, ça peut être, par exemple, l'invitation à des webconférences organisées par notre service marketing. En préalable, donc vraiment en amont du cycle de vente, je peux être en lien aussi avec toutes sortes d'interlocuteurs chez nos prospects. Ça peut être notamment des fonctions finance classiques. Ça peut être aussi les directeurs des services IT, informatiques, ou encore aussi toute la fonction administrative, telle que la comptabilité notamment. Et je vais après avoir un autre angle aussi dans ma mission qui est là vraiment de contacter des cibles qui nous sont déterminées directement par le service marketing. Donc là, c'est le traitement, ce qu'on appelle de lead entrant. Donc là, c'est par exemple recontacter des personnes qui ont participé à une de nos webconférences et donc me servir de cette webconférence comme une approche commerciale qui permettra d'établir un premier lien de confiance avec le prospect. Ça peut être par exemple, SKR avait organisé en 2021 sa première Digital Week. Et là, mon rôle, c'était de recontacter les personnes qui avaient participé à certaines webconférences pour avoir des idées de leurs réflexions en cours et si peut-être on pouvait les accompagner pour leurs futurs projets. Alors, quand on a préparé cet épisode en amont, vous m'avez indiqué que chez SKR, les ventes étaient complexes et plutôt longues. Alors déjà, quand on parle de ventes plutôt longues, on parle de combien de temps ? Et puis, pour quelles raisons c'est complexe ? C'est complexe pour plusieurs raisons. D'abord, souvent parce que ça concerne beaucoup d'acteurs au sein de l'entreprise. Un projet SKR, il y a systématiquement l'IT qui va être impliqué. Et puis, il va y avoir une ou plusieurs fonctions métiers. Par exemple, sur le cycle fournisseur, typiquement, on va souvent avoir les fonctions comptables qui vont être impliquées et les fonctions achats. Et ça peut même être plus large sur le cycle client. Vous pouvez avoir la supply chain, l'administration des ventes, le service client, la comptabilité client. Vous voyez, ça peut être très très large. Donc ça complexifie les cycles de vente parce que tout le monde doit finalement donner son avis et participer à la décision du prestataire qui permettra de résoudre les problématiques du client. Et enfin, sur les durées, en fait, qu'est-ce qu'une vente rapide ? Ça peut arriver dans certains cas qu'on ait des ventes extrêmement rapides, même des ventes qui se clôturent en 2 semaines. Mais c'est vraiment très à la marge. Une vente rapide chez SKR, c'est plutôt 6 mois. Et en règle générale, une vente va osciller entre 6 mois et 1 an et demi. Voilà. Quand on est sur des consultations, en général, c'est des calendriers qui sont relativement structurés. Ça peut aller plus vite. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, on va avoir des ventes qui vont s'étaler. Je crois qu'il y a même des ventes qui ont duré 10 ans. Mais à nouveau, c'est extrêmement rare. D'accord. Là, quand vous avez signé au bout de 10 ans, c'est le jackpot. Vous êtes content, là. C'est la fête. C'était pas mon cas, mais la personne à qui c'est arrivé était plutôt contente. J'imagine. Jérémy, garde la parole. Tu es en charge des grands comptes, tu me disais. Qui sont justement, si on s'y intéresse, tes clients ? Quels sont les derniers gros deals que tu aies pu signer, par exemple ? Alors, faut toujours faire attention parce que quand on travaille avec les grands comptes, il y a toujours de la confidentialité autour de ces choses-là. Des clients emblématiques de mon portefeuille, c'est par exemple sur le cycle fournisseur, le groupe Veolia, que j'accompagne. Et donc, très régulièrement, on déploie de nouvelles entités au sein de ce groupe. Puis, sur le cycle client, ça peut être le groupe Sanofi ou le groupe Biomerio, par exemple, qui sont des grands groupes qui déploient les solutions sur la partie commande, notamment d'SKR. Tous les trois, finalement, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre job aujourd'hui ? Tiens, vas-y, Alexis, tu as le micro devant toi. Aujourd'hui, ce qui me plaît le plus dans ma mission, c'est vraiment d'accompagner nos prospects, nos clients dans leurs réflexions. C'est transformer les enjeux qu'ils peuvent avoir ou les problématiques qu'ils peuvent avoir aujourd'hui au sein de l'organisation en solutions qui vont vraiment transformer leurs relations au sein de l'entreprise et avec leurs clients, leurs fournisseurs. Donc, c'est transformer ces besoins métiers en solutions techniques et en projets qui vont, on l'espère, être une réussite pour eux. Gaëtan, je te pose la même question finalement. Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton job au quotidien ?
qui me plaît le plus au quotidien dans mon job, c'est, je dirais, d'être au contact de différentes fonctions d'entreprises grands comptes. Et quelle qu'elle soit, il faut pouvoir être à l'écoute justement de ces prospects-là. Et surtout d'assurer un travail de l'ombre, puisque le travail de SDR reste un travail où on va assurer différentes missions au quotidien qui ne sont pas forcément, on va dire, visibles. Et par contre, on va pouvoir voir l'atteinte de l'objectif qui sera la détection du projet en question. Du coup, ce qui m'intéresse aussi, c'est ce challenge. C'est de savoir que, effectivement, la patience, la ténacité que j'ai pu avoir au cours des derniers mois, puisqu'on parle des cycles de vente longs, mais c'est aussi le cas finalement pour détecter un projet, eh bien, c'est d'avoir atteint l'objectif en question et de pouvoir après mettre dans les meilleures conditions les équipes de vente, puisque sur les projets qu'on peut détecter au niveau des équipes SDR, notre rôle va être primordial pour la bonne tenue en fait de la prochaine réflexion et des prochains échanges entre l'interlocuteur privilégié qu'on aura eu en ligne et puis le commercial qui lui aura été affecté par la suite. Jérémy, toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton job aujourd'hui ? Alors moi, quand j'étais consultant, j'aimais à dire que j'étais positivement intolérant. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que j'aimais trouver des choses qui étaient dysfonctionnelles et j'aimais les rendre efficaces. Et en fait, dans mon métier, c'est ça que j'aide mes clients à réaliser aujourd'hui. Regarder leur process, trouver des choses finalement qui, pour le dire clairement, ennuient leurs collaborateurs et à les automatiser, à les rendre efficaces. Et donc, finalement, je transforme la vie des entreprises et de leurs équipes au travers de mon métier. Et ça me plaît pas mal. Pour le poste de Business Development Manager, il faut des compétences, évidemment. On va parler de hard skills. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétences pour pouvoir maîtriser, je dirais, le poste et la fonction ? Finalement, pour être un Business Development Manager, il faut avoir de bonnes capacités d'analyse, de négociation. C'est quand même l'essentiel du métier, c'est de vendre avec des ventes complexes. Donc, il faut négocier d'une manière ou d'une autre. Et puis, l'anglais. La maîtrise de l'anglais est extrêmement importante. Aujourd'hui, quand on s'intéresse à des grands comptes, très souvent, c'est des ventes qui dépassent le cadre de la France, qui sont au niveau européen, voire mondial. Donc l'anglais est non seulement souhaité, mais indispensable. Quelles compétences finalement également sont requises pour pouvoir exercer le métier d'ingénieur avant-vente ? Je pense qu'un des points clés, c'est le bagage technique. Dans ce cycle de vente, on reste le référent technique autour de la mise en place des solutions SCARE. Donc, c'est avoir une compréhension des solutions techniques et des environnements techniques de nos clients et de faire cette passerelle entre cette dimension technique avec la dimension fonctionnelle. Donc là encore, je rejoins Jérémy, une dimension métier, les métiers de nos clients, avoir une appétence pour la comptabilité, le service client, pour transformer, comme je disais tout à l'heure, ces besoins fonctionnels en solutions techniques. Sur d'autres aspects, je pense que l'écoute client est vraiment importante pour vraiment les répondre au mieux à leurs enjeux. En termes de compétences dures aussi également, sur le job de Sales Développement Représentative, quelles compétences il faut avoir ? Sur tout ce qui va être compétences dures, en tant que SDR, on va pouvoir notifier la maîtrise des techniques commerciales, savoir bien mener aussi un entretien de vente au préalable, c'est-à-dire réaliser une bonne qualification, savoir poser les questions pertinentes aussi à mon interlocuteur en fonction de la cible en question. Bien sûr, après la maîtrise de certains logiciels de type CRM pour assurer aussi le suivi de la relation client et de mon prospect. Et puis également, une bonne compréhension de l'anglais sera forcément nécessaire aussi pour agir dans ce domaine. Maintenant, si on parle des softs, des compétences douces, quelles qualités requises finalement il faut pouvoir avoir pour pouvoir exercer dans votre milieu ? En termes de soft, on est dans la relation client, donc il faut avoir de l'empathie, une capacité d'écoute. Et finalement, il faut être capable d'avoir une compréhension fine des rapports de force au sein de l'entreprise cliente pour s'en servir à dessein dans la négociation qui fait partie de la vente. Je rejoins Jérémy, cette capacité à identifier le rôle de nos différents interlocuteurs au cours de cette vente. On parlait tout à l'heure de ventes complexes. Ces ventes, elles se réalisent au contact de différentes équipes, différents métiers qui ont peut-être des objectifs certes complémentaires, mais pas toujours totalement alignés. Donc c'est être en capacité d'identifier les différents interlocuteurs, leur rôle. Gaëtan ? Pour rejoindre ce qu'ont dit mes deux collègues, la capacité d'écoute est primordiale lorsqu'on agit, est-ce qu'on a des missions justement dans le cycle de vente et toute la partie commerciale, puisqu'elle sera déterminante pour identifier les bonnes problématiques de notre prospect et savoir si on peut être en mesure de répondre à son projet. J'ai également
peut mentionner pour le poste de SDR la ténacité et la patience, qui sont aussi des capacités inhérentes de notre métier. Et puis également, savoir rebondir, argumenter, savoir reformuler également pour s'assurer de la bonne compréhension aussi de notre prospect. Allez, on va parler maintenant, si vous voulez bien, de la qualité de vie au travail. Alexis, tiens, comment est-ce que tu pourrais décrire justement l'ambiance de travail chez Esker ? C'est une ambiance très cordiale, beaucoup d'émulation entre les différentes équipes, pluridisciplinaires, des locaux qui nous offrent une qualité pour exercer notre métier vraiment au top. Et puis beaucoup d'autonomie, beaucoup de prise d'initiative possible dans l'organisation, dans la façon dont on mène nos missions. Ça participe en tout cas pour moi à la qualité de vie au travail. Jérémy, tu souhaites compléter ? Oui, moi j'ai une perspective peut-être un peu différente parce que j'ai passé donc beaucoup de temps en Californie à interagir avec des startups. Donc c'est ce monde un petit peu fantasmé dont on entend parler dans les podcasts, qu'on voit dans les séries. Et du coup, je ne savais pas trop à quoi m'attendre en arrivant en France. Et finalement, Esker est à la fois cette entreprise donc en très forte croissance qui pourrait s'apparenter à une startup et finalement une entreprise qui va sur sa 37e année. Donc finalement, dans quel monde est-ce qu'on est quand on est chez Esker ? On est sur un intelligent mélange des deux. On va avoir une hiérarchie qui est finalement assez horizontale. Les gens sont très abordables. On peut facilement s'adresser à n'importe qui. Le tutoiement est de mise avec tous les interlocuteurs de l'entreprise. Ça, effectivement, comme le disait Alexis, ça donne une capacité à innover, à proposer de nouvelles choses. Et donc, c'est ce côté startup, c'est finalement, on a toute cette liberté de la startup. Et puis, on a des processus dans une certaine mesure. Mais finalement, je trouve que il y en a juste suffisamment pour que ça soit plutôt reposant que contraignant chez Esker. Tu voulais ajouter quelque chose, Gaëtan, sur la qualité de vie au travail ? Encore une fois, je rejoins mes deux collègues finalement, puisqu'on peut mentionner l'autonomie, la souplesse et l'agilité de l'organisation chez Esker qui nous permet de pleinement nous épanouir. Et pour d'autres exemples aussi, on peut citer l'organisation de différents événements, des groupes aussi qui peuvent exister pour se mélanger aussi avec d'autres services dont on n'aurait pas forcément la connaissance. 2 exemples que je peux citer à titre personnel, notamment un after-work auquel j'avais assisté qui avait permis, on va dire, le démarrage de mon potentiel recrutement au sein des locaux d'Esker. Donc c'était intéressant aussi de voir quelles étaient les valeurs, qu'est-ce qui pouvait se dégager effectivement avec les autres collègues et autres salariés, ou aussi des organisations de sport. Par exemple, moi je participe chaque semaine à des footballs qui sont organisés avec d'autres salariés Esker et qui m'ont permis de rencontrer des salariés d'autres services, d'autres étages que je n'aurais pas probablement jamais connus. Et après, on peut parler aussi d'organisation de tournois de pétanque, de tournois de badminton, il y a du yoga ou encore beaucoup d'autres activités qui permettent aussi finalement de bien s'intégrer. Ok, justement, tu parles d'intégration. Garde ton micro, parce que c'est à toi que je vais m'adresser, parce que ça fait à peine un an, ou pas tout à fait un an, que tu as rejoint le groupe Esker. Déjà d'une, qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre le groupe ? Et puis la deuxième question, effectivement, puisque tu parlais d'intégration, comment est-ce que tu as été onboardé ? Esker est quand même un groupe en hyper-croissance. Forcément, en termes d'opportunités professionnelles, ça peut être très porteur. Positif aussi en termes de messages, de ce que peut véhiculer l'entreprise. Et donc, à ce titre-là, moi, c'était ma motivation première. La deuxième, ça pouvait être aussi l'autonomie, la confiance qui nous est demandée pour atteindre nos objectifs de mission. Et après, pour ce qui concerne mon intégration, effectivement, j'ai intégré le groupe en avril 2021. Beaucoup de formations à distance au départ. Très efficace puisque Esker dispose effectivement de ses propres équipes de formateurs qui sont internes à l'entreprise, disposant aussi d'outils qui permettent quand même d'assurer la formation à distance correctement. Je dirais le point aussi à soulever qui a été très intéressant pour moi, c'est que les sessions de formation se déroulent à chaque fois en début de mois, vont comprendre tous les salariés qui peuvent rentrer dans l'entreprise et quelle qu'en soit leur fonction. Ce qui veut dire que lorsque j'ai été formé, je me suis retrouvé avec des profils notamment étrangers qui allaient intégrer Esker sur d'autres filiales et aussi des profils totalement différents du mien. Et du coup, c'était très intéressant de voir toutes les fonctions qui peuvent exister dans le groupe et de se sentir intégré de cette manière. Alors, tu as été intégré effectivement en plein confinement, mais finalement, ça n'a pas été un handicap. C'est ce que tu es en train de nous dire. Non, effectivement, parce que les outils dont dispose Esker aujourd'hui sont tout à fait à même d'assurer cette mission, je dirais d'intégration, mais également de montée en compétence du salarié lorsqu'il intègre l'entreprise. Jérémy, tu es chez Esker, toi, depuis bientôt 2 ans. Même question, finalement. Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre ce groupe ?
Alors moi, ce qui m'a motivé à rejoindre ce groupe, effectivement, c'était que c'était un groupe, alors j'allais dire jeune, mais bon, techniquement, je l'ai dit tout à l'heure, 37 ans, mais en fait, voilà, c'est l'esprit qui ressort quand on fait les entretiens avec Esker, c'est très dynamique en fait, c'est ça qui me faisait, je pense, penser à la jeunesse. Plein d'opportunités, effectivement, parce qu'en pleine croissance, et donc avec des besoins présents, mais aussi des besoins futurs. Et puis, ce qui m'a vraiment fait basculer vers mon emploi actuel, c'est la qualité des entretiens que j'ai pu avoir avec les équipes d'Esker. Donc en premier lieu, la personne que j'ai eue des RH qui s'appelle Manon. Ok, spéciale dédicace pour Manon. Alors, Alexis, on le disait tout à l'heure, toi ta carrière a démarré donc chez Esker il y a 14 ans. Si tu es toujours là 14 ans plus tard, c'est qu'il y a certainement plusieurs raisons à cela. Quelles sont-elles ? Et puis on va parler d'évolution de carrière finalement. En premier lieu, moi, c'est la dimension internationale et tout l'enrichissement que ça implique en fait, qui vraiment me plaît également chez Esker. Esker, c'est un groupe mondial. J'ai eu l'occasion d'échanger avec des collègues dans des événements ou à distance partout sur la planète. L'occasion d'également me déplacer, d'aller rencontrer les équipes Esker, les clients sur les 4 continents presque. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a plu et qui continue de me plaire. En complément, cet esprit d'innovation, de collaboration, cette capacité à répondre ensemble à des enjeux avec nos clients aussi. Donc cet esprit au service de nos clients, c'est quelque chose, moi, dans lequel je me retrouve, qui me nourrisse, je dirais, au quotidien. Cette question, je vais vous la poser à tous les trois et pour conclure cet épisode et avant de vous remercier. Finalement, quels sont, selon vous, les avantages à rejoindre le groupe Esker ? Qu'est-ce que vous mettriez en avant, Jérémy ? Moi, j'ai été dans beaucoup d'entreprises qui étaient en forte croissance. Et finalement, souvent, ce qui était difficile à gérer pour ces entreprises, c'était de laisser à leurs employés la faculté d'innover, de prendre des initiatives et à finalement les récompenser pour ça parce que c'est par ces innovations qu'on crée de la valeur et que de la valeur aujourd'hui, de la valeur pour demain. Et finalement, chez Esker, il y a une façon très organique, très naturelle d'encourager les gens à prendre des initiatives, à remettre en cause la façon dont les choses sont faites dans le but de les améliorer. Et donc c'est ça qui me plaît, je dirais, le plus. Alexis ? C'est un groupe qui est très stimulant, je pense, de par le marché dans lequel on évolue, avec beaucoup d'opportunités. La digitalisation, c'est un sujet qui va toucher toutes les organisations, toutes les entreprises, et donc des opportunités pour nous de les accompagner. Mais derrière ces opportunités, des challenges et donc des avantages de pouvoir être partie prenante autour de ces challenges, d'être acteur. Rejoindre Esker, c'est finalement prendre les clés de ce changement. Gaëtan, quels sont les avantages selon toi à rejoindre le groupe Esker ? Alors pour moi, je dirais l'autonomie qui peut être laissée, au travers de ça, la confiance qui en témoigne aussi. C'est-à-dire que chacun a des missions, des objectifs à remplir, mais du coup, on lui laisse quand même une autonomie maximale pour qu'il puisse atteindre cet objectif. Et je pense que c'est déjà le début de l'épanouissement professionnel aussi, de savoir faire confiance en ses employés, comme pouvait le dire à l'instant aussi Jérémy. Ce qu'on peut signifier aussi, c'est qu'Esker, c'est quand même un groupe en hyper-croissance. Donc du coup, ça signifie aussi de belles opportunités pour la carrière notamment et autres. Et donc du coup, c'est aussi un point intéressant, je pense, à soulever. Et donc à ce titre-là, c'est un groupe qui sait innover, qui se modernise aussi avec son temps, et donc pour rejoindre aussi l'agilité. Donc ce sont quand même de belles valeurs et qui permettent, je pense, de s'épanouir au quotidien dans le cadre de nos missions. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à mes questions. Merci à tous les trois d'avoir été présents sur cet épisode. Et puis, si vous souhaitez évidemment vous renseigner et postuler aux offres disponibles au recrutement chez Esker, c'est pas bien compliqué. Il suffit de se rendre sur Internet. Rendez-vous sur le site esker.fr/carrière au pluriel. C'est la fin de cet épisode Inside Esker, un programme auquel vous pouvez vous abonner depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Merci et à très vite. Esker vous a présenté Inside Esker, un programme disponible à l'abonnement sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts.